Bonsoir. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir ce soir, en tant que responsable de la médiathèque de la Canopée, l'avant-dernière rencontre du cycle Ville de demain, Innovation d'Europe du Nord, à l'initiative de l'ambassade des Pays-Bas et des ambassades de Norvège, Suède, Islande, Finlande et Danemark. Ce soir, nous allons nous intéresser à la question de Danemark, la ville inclusive, des espaces publics pour tous. Alors, avant de laisser la parole à notre modératrice qui présentera nos invités, je tiens d'abord à remercier tout particulièrement le ministère de la Culture du Danemark, le ministère danois des Affaires étrangères et le Bicolore. Nous avons ici le représentant. Et un merci tout particulier à Sarah Chevalier, sans qui la rencontre n'aurait pas eu lieu. Je souhaite aussi remercier la délégation générale aux relations internationales pour le soutien à l'opération, et également donc, Isabelle Mallet, qui représente la direction des affaires culturelles, qui va nous dire un petit mot. Juste une parole pour vous souhaiter une bonne soirée et profitez bien de cet échange de bonnes expériences, cet échange de bonnes pratiques, c'est ce qui fait la diplomatie culturelle et la richesse de ces rencontres. Voilà. Et moi, je tiens aussi à remercier Bibliocité, sans qui on n'aurait pas pu monter cet événement, qui est toujours à nos côtés. Également, souligner la présence de nos deux équipes d'interprètes, puisque cette rencontre est traduite à la fois en anglais et également en langue des signes française, puisque la Canopée étant un pôle sourd, nous avons à cœur d'accueillir nos collègues et nos publics sourds. Juste une chose par rapport à cette question, puisque nous parlons d'inclusion, toutes les questions, je vous demanderai de les poser plutôt à la fin, et de façon à ce que les personnes sourdes présentes ici puissent vous voir, vous exprimer, de venir aux côtés de l'interprète, et comme ça, vous pourrez vous exprimer face à l'Assemblée et poser vos questions, qui bien sûr seront traduites aussi par l'interprète. Voilà, donc j'espère que c'est clair, et puis sinon, on reverra ça à la fin de cette soirée qui va s'avérer effectivement riche, comme le disait Isabelle. Donc, je vous laisse la parole, mesdames. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup. Nous avons trois présentatrices, trois speakers ce soir, deux danoises et une française. Tous les trois experts de design et d'architecture inclusive, la ville inclusive. On va les laisser présenter tous les trois, mais que 10 minutes chacune. L'idée, c'est en fait qu'elle présente assez court, et après, c'est à vous, c'est un dialogue. Si on parle de la ville inclusive, il faut aussi parler ce soir de la dialogue inclusif. Donc, ça va être plutôt un dialogue entre la salle et les présentatrices. Donc, j'encourage fortement des questions. Donc, nous allons commencer avec Bianca Hermansson, qui est en fait architecte. Elle est directrice de design experience, ça c'est difficile à dire en français, mais c'est du design de l'expérience à Londres, et aussi professeur associé à plusieurs universités au Danemark et aux États-Unis, aussi une conférencière assez connue partout dans le monde, et une experte de la ville inclusive. Donc, bienvenue, et vous commencez. Très bien, donc je m'exprime en anglais. Je comprends le français, mais je préfère m'exprimer en anglais. J'espère que tout le monde reçoit la traduction. Très bien. Est-ce qu'on peut afficher les diapos à l'écran ? Les voici, les voici. Je n'ai que 10 minutes. 10 minutes, ça n'est pas long parce que le thème est énorme, mais il y a beaucoup de choses, à dire. Si vous contemplez le monde dans lequel il y a 3 effondrements, le climat bien sûr, mais c'est également un effondrement économique et un effondrement social. C'est ce 3e effondrement social dont j'ai parlé, mais ces 3 éléments sont interdépendants. Vous voyez cette vague de changement, une espèce de tsunami que certains
attendent depuis 26 ans. C'est une vague de changement social qui avait démarré avec MeToo, Black Lives Matter, mais c'est surtout la domination du mâle blanc dominant est en train de s'effondrer. Et le fait que moins d'un tiers de la planète soit de race blanche, moins d'un sixième, le fait d'un sixième de la population se reconnaisse dans les LGBT, et le fait que la population vieillisse dans certaines régions du monde, ce que l'on considérait hier comme la majorité ne l'est peut-être plus. Nous voyons apparaître l'émergence d'un nouveau paysage social dans lequel les soi-disant minorités ne le sont plus parce qu'elles se rejoignent. C'est une génération de mouvements de droits civiques. Et lorsqu'on parlait séparément, disons, des droits des femmes ou des populations déterminées par leurs origines ethniques, des revenus faibles, des personnes souffrant de handicap ou autres groupes qui, par le passé, se retrouvaient exclus de la conversation, tous ces groupes se rejoignent et, de facto, deviennent la majorité. Donc, l'on passe un grand nombre de petites minorités qui deviennent une majorité. Alors je sais que je n'ai pas beaucoup de temps pour parler de tout cela, mais je vais vous donner quelques exemples parce que ce sont ces exemples qui déterminent un petit peu notre façon de penser. Nous, tout le monde aime les espaces ouverts, la verdure, mais 30% de la population est allergique à la verdure urbaine. En fait, pas la verdure en général, mais ce qu'on trouve dans les villes. Pourquoi? Parce que au début du 19e siècle, vous aviez des Britanniques qui étaient aux affaires avaient décidé que les arbres femelles, avec toutes leurs fleurs, n'étaient pas adaptés à la ville. Les fleurs, ça encombrait. Et donc, il y a eu des directives de plantation qui ont décidé que les arbres plantés en contexte urbain devaient être masculins. Or, les arbres masculins sont porteurs de pollen et les gens se retrouvent dans les villes allergiques au pollen porté par ces arbres. Et bon, ça, c'est une conséquence absurde d'une décision, elle aussi absurde. Mais pour revenir à l'époque contemporaine, vous aviez toutes sortes de parcs destinés à faire du skateboard. Et 7% de la population fait du skate, mais 20% de la population fait du jogging, 25% promènent leurs chiens 2 fois par jour. Mais combien y a-t-il de parcs pour chiens ou de parcs pour le jogging? Est-ce que c'est la meilleure façon de partager l'espace quand si peu de gens se servent de ces parcs à skateboard? Donc, si on veut vraiment un espace inclusif, il faut ouvrir les portes à tout le monde et pas simplement à des minorités. Et donc, il faut que nos villes puissent inclure tout le monde et partager les usages, les vrais usages avec tout le monde. Alors, ça s'applique à tous les genres, mais tous les âges, toutes les capacités, toutes les compétences. Tout le monde doit trouver sa place. Déjà, l'heure tourne, mais j'ai encore beaucoup de choses à dire. Je tenais simplement à faire valoir 2 exemples concrets parce qu'ils illustrent assez bien, et en quelques mots, ce que nous devons faire. C'est un exemple qui vient de Skørken. Skørken, c'est une toute petite ville au nord du Danemark où il a été décidé de faire quelque chose d'inclusif pour favoriser l'inclusivité dès le début de la vie d'un enfant. C'est-à-dire que lorsqu'un enfant arrive au monde, le premier environnement qu'il découvrira ou qu'elle découvrira devra être inclusif. Il y a quelques enseignements qu'on peut tirer de ce village de Skørping. D'abord, tout se base sur le bon sens. Oui, ces balançoires, souvent, les balançoires se trouvent au cœur d'une aire de jeu, donc on se dit que les balançoires, c'est pour les enfants. Bon. Mais le fait qu'au lieu d'être dans une aire de jeu, mais au milieu de la forêt, et entouré d'un cercle où on peut s'asseoir, eh bien c'est un lieu de rencontre et pas simplement un lieu
réservé aux jeux des enfants. Donc c'est ça, ça c'est un bel exemple d'inclusion. Et on enlève un petit peu les frontières, on ne sait plus s'il s'agit d'une forêt ou d'un parc de jeu ou d'une aire de jeu. En particulier chez les filles, on préfère que les zones soient mixtes. Alors au lieu de dire voilà, ça c'est un terrain de foot, c'est ici que vous jouez au foot, la balle est là et pas là. Les enfants n'aiment pas ça, elles veulent réinventer les règles. Alors quelquefois, en l'espace d'une journée, on change de règle en l'espace d'une heure. Et surtout, donc, quand on s'adresse aux filles, il faut éliminer ces frontières rigides et surtout, il faut favoriser, disons, la maîtrise sociale. Je m'explique. Nous avons un peu tendance à internaliser le parti pris par rapport au genre en disant que les adolescentes ne font rien dans l'espace public et ne sont là qu'à regarder les autres. Et ça, c'est ce qu'on décrit comme une activité passive. En fait, il n'en est rien. Ce qui se passe lorsque l'on observe les autres, une jeune fille qui regarde les autres se livre à des activités très complexes parce qu'on mesure toutes les interactions, on observe, on apprend, on voit les réactions, les contre-réactions, etc. Et c'est cela qui fait que les femmes, les adolescentes ont véritablement des compétences sociales d'interaction. C'est pas simplement qu'elles sont là à s'asseoir à ne rien faire, elles s'éduquent en observant le monde. Et puis, et alors si j'ai encore quelques minutes, que fait-on lorsque vous avez une ville qui est déjà construite mais qui n'est pas inclusive? Bon, il y a toujours de l'espoir, et ça c'est la bonne nouvelle. Voici un exemple qui n'est pas du tout d'un lieu qui n'est pas inclusif, mais dont l'usage est devenu inclusif. Vous allez voir. Donc c'est un autre exemple du Danemark, de Copenhague cette fois-ci. C'est la place Charlotte Amundsen. Alors, c'est surtout des jeunes hommes qui fréquentent, qui investissent cet espace. Ce sont des jeunes en pleine forme physique qui veulent s'imposer, qui occupent le lieu. Si vous n'êtes pas dans cette catégorie-là, vous n'avez pas votre place dans cette place. Alors, la première chose à faire lorsque vous voyez un espace, c'est voir quel est l'usage actuel, l'usage courant. Bon, on peut toujours le dépasser. Et ensuite, on voit qui est exclu de cet espace, qui est exclu de cette place en l'occurrence. Alors, désolé, il ne fait jamais très beau au Danemark, c'est un peu sombre. Enfin, c'est une photo que j'ai prise d'un tournoi de basket mère-fille. Alors souvent, les femmes se sentent pas très accueillies dans les matchs de basket parce que le sol est dur, tous les contacts sont un peu violents. Et alors là, vous savez, ces tournois réservés aux femmes, et vous avez tous ces garçons se retrouvent tout d'un coup exclus. Ceux qui excluaient les autres se trouvent à leur tour exclus. Ça n'arrive qu'une fois par mois, mais enfin quand même, disons que les rôles sont renversés. Et alors, voici, c'est en danois, donc c'est difficile à comprendre pour les autres, mais lorsqu'on a tendance à faire quelque chose pour les personnes âgées, on a tendance à les mettre dans un coin, et puis on leur demande de se livrer à un jeu de société ou que sais-je. Ça ne suffit pas, bien sûr. Et pendant l'été, sur ce terrain de basket, vous avez des activités destinées aux personnes âgées, et une salle de bal, parce que ces personnes de l'autre génération savent danser, mais à l'ancienne. Et alors, au lieu d'avoir des jeunes qui dansent à la manière contemporaine, sont remplacés par ces personnes âgées qui ont leur danse à eux. Et ils le font parce que c'est gratuit, parce qu'ils sont en toute sécurité, et là, vous entendez les chansons de Tony Bennett et autres crooners qui font danser ces personnes âgées.
Et surtout, et ça je le répète, si vous faites quelque chose qui se passe bien, il faut répéter l'expérience jusqu'à ce que cela entre dans les mœurs, parce que effectivement, au bout d'un certain temps, lorsque cette expérience s'est répétée, lorsqu'on inclut les exclus, au bout d'un moment, eh bien, ces exclus commencent à s'approprier les lieux. Moi, je vais à tel endroit tous les jeudis pour telle ou telle activité, ou tous les étés pour telle ou telle activité, et peu à peu, eh bien, cet espace dont ils étaient exclus devient leur espace. Et ceci a été scientifiquement démontré, c'est ça qui fait que les gens se sentent inclus. Merci. Donc, on va vite à Camille Sachot, qui est géographe, urbaniste, consultante indépendante, est un expert en urbanisme et du genre ensemble. Vous co-gérez aussi l'association Womanability, qui en fait essaye de faire les villes plus inclusives. Vous faites des diagnostics, je sais, donc c'est à vous. Oui, donc du coup Camille Sachot, donc je suis géographe urbaniste et donc je co-gère l'association Womanability, qui est une association qui œuvre à intégrer le genre dans les projets urbains et l'urbanisme de manière générale en France. C'est une association qui a été créée en 2015. Je pense que c'est intéressant de vous donner aussi un point de vue de comment ça s'inscrit en France et comment ça se développe en termes de thématiques, parce que on n'est pas exactement pareil qu'au Danemark. Et donc du coup, ça a été créé en 2015 parce qu'en 2015, je pense qu'il y a eu, dans l'opinion publique, il y a eu un petit peu le développement, en tout cas de préoccupation autour du harcèlement de rue. Et c'est par en fait ce biais-là que ça s'est pas mal développé en France. Le constat des cofondateurs, cofondatrices de base, qui ne sont aujourd'hui plus dans l'association, c'était de se dire en fait la ville, l'expérience de la ville des femmes et des hommes n'est pas la même. Voilà, déjà à l'époque c'était un peu fou de se dire ça. Et donc du coup ils se sont dit on va faire un tour du monde pour voir quelles étaient les expériences différentes suivant les continents dans le monde et pour voir quelles étaient peut-être les similitudes et les différences. Et donc voilà, et donc du coup ce tour du monde a donné lieu à un rapport, alors voilà, qui est, je pense, peut-être un peu daté maintenant, mais que vous pouvez retrouver en tout cas en ligne sur notre site internet, qui est assez accessible, donc qui peut être intéressant. Et donc voilà, et depuis, en fait, le visage de la manière d'intégrer l'urbanisme, enfin le genre en urbanisme en France a changé. Il a changé aussi par rapport à l'accueil des pouvoirs publics qui lui sont faits. Et du coup, pour vous expliquer un petit peu les activités qu'on mène, je pense que ça donne une idée assez concrète de du coup comment on fait concrètement sur le terrain. Donc, on a à la fois une activité associative qui nous sert à développer en fait sur de la connaissance sur certains sujets, donc notamment sur justement les jeunes filles, la place des jeunes filles dans l'espace public, qui est encore vraiment très très peu explorée, en tout cas en France. Il y a quasiment rien dessus. Et donc voilà, donc on a cette activité associative par laquelle aussi on fait de la sensibilisation. On fait de la sensibilisation dans des collèges-lycées, par exemple, autour de tout ce qui est le genre dans l'espace public, la fabrique de la peur dans l'espace public et comment on fabrique la peur notamment des femmes, jeunes filles, jeunes femmes. Et comment cette fabrique-là, elle est relative aussi à toutes les perceptions qu'on a du corps des femmes et comment nous-mêmes, on intègre ces perceptions-là. Et donc voilà, donc on a ce volet-là et on a un volet qui est plus opérationnel, qui correspond plus à un travail qui est un travail d'entreprise, de bureau d'études assez classique, où du coup on répond à des commandes de collectivités ou d'aménageurs. Et donc on propose en fait des diagnostics. Donc en général on fait vraiment... On va sur le terrain, donc sur un espace qui est donné. On prévoit une grille un peu d'observation et on dit d'observation et de comptage, et donc on vient. Et en fait, sur plusieurs fois, on revient au même endroit et on regarde, ok, il y a combien de femmes, combien d'hommes, qu'est-ce qu'elles font. On regarde les activités qui sont stationnaires, donc les personnes qui restent
dans l'espace public. On regarde les personnes qui traversent, est-ce que les femmes sont seules, est-ce qu'elles sont accompagnées, voilà, toutes ces choses-là. On arrive à produire du coup de la statistique. C'est assez important parce qu'en fait, même s'il y a un intérêt en tout cas des pouvoirs publics, je veux dire, ça repose en général sur la bonne volonté en tout cas et d'une personne en particulier qui va porter ça vraiment comme sujet dans sa structure. Et donc du coup, en général, il faut aussi convaincre. Il faut convaincre par exemple des élus, il faut convaincre des services techniques. Et donc comment on convainc? On convainc quand même plus facilement avec des chiffres, étant donné que du coup, c'est... en tout cas, pour plein de gens qui ne veulent pas entendre en tout cas, tout ce qui est de l'ordre de l'expérience vécue, les chiffres, et ben, du coup, ça parle, quoi. Donc voilà, donc du coup, on produit ça. Ça nous permet d'avoir aussi un aperçu de quels sont les usages dans l'espace public. Et donc du coup, quels sont les potentiels endroits dans lesquels il n'y a pas de partage de l'espace, par exemple. Quels sont les potentiels endroits où, au contraire, qui sont plébiscités par les femmes et pourquoi. Donc voilà, et à partir de ça, en général, on fait un travail du coup avec les habitantes, avec des outils participatifs, donc que ce soit des diagnostics en marchant, donc qui est un outil qui a été créé au Canada, à Montréal même notamment, dans les années 90, et qui consiste à définir un parcours en amont. Donc on le définit parce qu'on a fait notamment aussi notre diagnostic qui nous a permis d'identifier quels étaient les endroits assez intéressants à observer. Et donc on y va avec des habitantes et on s'arrête. Et à chaque fois, en fait, cet outil-là, il permet de relier l'expérience vécue et la manière dont on se sent dans un espace public à des choses très concrètes. Ce qui est parfois un peu compliqué à faire. J'imagine que pour plein de gens, en fait, d'arriver à comprendre concrètement comment on traduit des questions de genre dans l'espace public et dans l'aménagement urbain, c'est pas inné à tout le monde, je le conçois très bien. Et donc du coup, cet outil-là, il est intéressant parce qu'il permet vraiment de donner une transcription physique à vraiment des sensations. On va aussi travailler avec des cartes, on va produire des cartes mentales, on va pour un petit peu en fait comprendre quelle est la perception des espaces. Et après, on travaille avec les habitantes à vraiment coprogrammer ensemble l'espace à venir. Et donc, du coup, déjà leur faire exprimer leurs besoins, ce qui n'est pas évident en vrai, hein. Surtout des femmes qui expriment leurs besoins, voilà. À leur faire exprimer leurs souhaits, en fait, peut-être à faire appel à des exemples d'autres endroits qu'elles apprécient, dans lesquels elles se sentent bien, et à faire ensuite à construire ensemble vraiment une programmation d'espace, donc que ce soit un espace sportif, un espace de loisirs, ou même juste qu'est-ce qu'on met au rez-de-chaussée, par exemple, juste de la rue. Et donc tout ce qui va être une programmation de rez-de-chaussée qui va être une programmation qui joue sur les temps nocturnes et les temps diurnes, qui va jouer aussi sur les services qui sont à proximité, puisqu'on sait que même si ça change, pas tant que ça, et que du coup les femmes, en tout cas en France, les chiffres que j'ai, les femmes sont quand même toujours en majorité celles qui s'occupent en tout cas des tâches ménagères et des tâches parentales, et que de fait du coup avoir entre guillemets des services qui sont regroupés dans un même endroit, c'est quand même beaucoup plus pratique et ça fait économiser beaucoup de temps. Donc voilà, donc on va travailler sur tout ce volet-là. Et ensuite, on a aussi plutôt des activités où on accompagne des collectivités sur tout ce qui est de l'ordre de la mise en place de politiques publiques qui intègrent le genre. On travaille notamment sur tout ce qui est vraiment des questions réglementaires. Donc là, ça devient un peu plus technique, mais très globalement et schématiquement, à l'échelle des villes françaises, il y a ce qu'on appelle le plan local d'urbanisme, qui est du coup le plan qui réglemente à la fois les orientations, en tout cas politiques, en fait, qu'une collectivité prend pour sa ville, et comment elle traduit ça vraiment en termes d'aménagement. Et donc, du coup, là, on accompagne la ville de Paris dans l'intégration des questions de genre dans le plan local d'urbanisme. Et Oui, c'est plutôt qu'on va rentrer dans les détails tout à l'heure. Là, on reste
une présentation plus globale, mais, Très bien, mais on va revenir vers les détails techniques un peu plus tard. Et c'est-à-dire que si vous avez des questions, il faut que vous vous souveniez des questions que vous avez pour plus tard. C'est très important, donc n'hésitez pas d'écrire entre-temps. Nous avons à la fin Amalie Gamelgård, qui est urbaniste, urban planner, urbaniste, mais urbaniste féministe en fait, spécialiste de urbanisme féministe à Copenhague, qui travaille pour Co-Urban Design Collective, qui a un motto, qui a un slogan qui s'appelle Building Healthy and Inclusive Communities for All, c'est-à-dire construire des communautés pour tout le monde, qui sont inclusifs pour tout le monde. Ça, c'est très important. Donc, c'est à vous. Oui. Merci. Yes. Thank you. My name Merci. is Amelie, Je m'appelle Amélie. This is me. Also here in the flesh. Amélie, pardon. And yeah, I have a Master of Science Donc, in Nordic j'ai Urban Planning un Studies, master en where I specialized in feminist urban planning. That's a lot of words, but en design it's et a planification master in urbaine. social science where we En fait, were so lucky to c'est spend time des sciences both in sociales, Denmark un and master de in sciences Sweden sociales and où Norway. nous And avons there's a pu lot of travailler things that au are Danemark, mais common, également en or Suède that et we en have in Norvège. common Et on a vu between que these ces three trois pays countries, scandinaves but ont there's beaucoup de also a choses lot en of commun, things that sets us mais apart. il y a également des différences. And in my masters, I decided that I wanted to write about feminist Dans urban mon planning. master, je And voulais that's parler why de l'aménagement I would call urbain myself specialized in that féministe, et field. And c'est un petit peu ma spécialité. actually a lot to do with Camille also Et mentioned that comme Camille there's l'a dit not dans been son a lot of intervention, research il n'y a and pas studies beaucoup de about recherches, pas how beaucoup feminist d'études urban planning can sur be la both, façon dont put l'aménagement into urbain use, or peut whether or être not the effects are féministe, ou en tout successful or cas not. In a quelles Danish démarches context, peuvent there is a porter lot to leurs see fruits, from notamment dans le for example, contexte danois, Sweden, puisque and also c'est là que je Canada, travaille, mais il y a des Vienna, exemples en stuff like this, Suède, but au Canada, in en Denmark, Autriche at the aussi. time where I Mais was au writing my Danemark, masters, en tout cas j'ai there écrit wasn't really ma actual thèse, examples of il n'y trying avait to pas vraiment create a d'exemples feminist existants urban de, planning disons, space. d'espace So therefore, I decided d'aménagement to, urbain to write féministe. my Et c'est la masters raison at pour laquelle j'ai Malmö décidé de University rédiger because there I could get a mon mémoire de supervisor maîtrise that actually avec knew some stuff un about directeur this. de thèse qui I wasn't able to connaissait la in question. Denmark. And I was so lucky to Et work together with the Co-Urban j'ai Design Collective that I've j'ai been travaillé working avec with ce during my collectif studies d'aménagement et de and after my design degree. urbain, So et j'ai poursuivi d'ailleurs cette we collaboration après are, mes like études. Louise was, Donc, saying, comme Lise le the disait, Co-Urban Design Collective, c'est un it's most collectif, important, mais ce qui est surtout important, c'est de la co-création. Enfin, ça, c'est une des valeurs clés, c'est très important. Si l'on veut faire de l'aménagement urbain de manière collective, il faut être le plus transparent possible avec les autres parties prenantes qui sont associées au projet. Et puis, évidemment, la durabilité sociale est l'un des thèmes que nous abordons, parce que la question est toujours de savoir dans quelle mesure l'aménagement urbain peut être durable sur le plan social, parce qu'effectivement, la situation urbaine est particulière. Et puis, l'autre démarche est, disons, la démocratisation de la démarche, c'est-à-dire l'inclusion de la population d'une manière générale dans cette planification, c'est-à-dire associer le public. Toujours est-il que nous venons de... Enfin, la municipalité de Copenhague vient de publier un rapport que nous avons rédigé en consultant plus de 300 retraités qui vivent dans la ville de Copenhague, et pour voir dans quelle mesure la ville de Copenhague est ouverte aux personnes âgées, aux seniors, comme on les appelle. Alors, il y avait beaucoup de questions qui se posaient, beaucoup de thèmes, et en particulier, on s'est intéressé tout bêtement aux bancs sur lesquels on peut s'asseoir. Vous comprenez pourquoi
cette question est importante. Toujours est-il qu'en s'appuyant sur cette association avec ces personnes âgées, on les a consultées et nous nous sommes assis sur tous les bancs possibles et imaginables pour voir s'ils étaient confortables, s'il était facile de se lever ou si vous pouvez s'appuyer sur des accoudoirs, enfin bon, tout ce genre de choses. Et au bout du compte, nous avons produit un outil. Alors, cette image n'est peut-être pas très claire, mais ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'ici, vous avez en bas à gauche ce qui est nécessaire et tout à droite ce qui est, disons, convivial pour les personnes âgées. Donc, il y a des bancs lambda sur lesquels on peut s'asseoir sans plus. Où on a la possibilité de reposer notamment son dos. C'est donc un banc qui soutient particulièrement la colonne vertébrale. Et puis là, on a un autre banc qui s'appelle Hygge en danois. C'est le banc Hygge où on peut simplement se reposer. Bon, Hygge, ça n'a pas de traduction ni en français ni en anglais, malheureusement. Mais c'est un endroit qui est confortable, qui est un peu plus vert. Peut-être qu'il y a un peu d'ombre ou encore une petite brise, pardon. Enfin, en tout cas, c'est un endroit qui est confortable et agréable. Et puis ensuite, il y a le Samværsbænk banc, ce qui veut dire le banc de la fraternité en quelque sorte, où les uns et les autres peuvent discuter, partager un moment, profiter de cet endroit. Et les personnes qui ne peuvent pas normalement être sur des bancs sont quand même, peuvent quand même participer. Donc là aussi, c'est un bon exemple parce que être inclusif, ça peut signifier beaucoup de choses. On a parlé de genre. Moi, je fais de l'aménagement urbain féministe. C'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. Mais je voulais quand même parler évidemment des seniors. Parce que si on fait la promotion du féminisme dans l'aménagement urbain, finalement, on fait la promotion de l'inclusivité d'une manière générale. Donc ça veut dire inclure les personnes âgées, les seniors, les personnes qui souffrent de handicap, les personnes qui ont des revenus faibles, etc. Enfin, tout le monde. Et ce que l'on a fait aussi, et c'est le sujet de ma thèse, c'est ce projet à Copenhague, qui est sur la frontière de la municipalité de Copenhague avec la grande ville qui est donc juste à côté. Et ce qui est intéressant ici avec ce projet, c'est qu'il se trouve sous un pont d'autoroute, ce qui n'est pas forcément le lieu idéal pour passer un bon moment et se reposer. Ça s'appelle le Boonsdorf, donc qu'on pourrait traduire comme la place de l'Arche. Et ce projet, c'est finalement un projet pilote. On voulait mettre à l'épreuve différentes théories, différentes méthodes pour mettre quelque chose vraiment en œuvre sur le terrain au Danemark et surtout recueillir les réactions de tout un chacun au Danemark et voir comment est-ce qu'on pouvait à tâtons avancer et faire progresser cette méthodologie. Les jeunes femmes et les jeunes filles ont énormément participé et j'aimerais vous dire un petit peu plus, vous en dire un peu plus sur ce sujet. Alors, notre bureau, il se trouve ici, sous ce pont, dans un espace de coworking. Et donc, on a passé beaucoup de temps sur le site du projet et on a vu qu'il y avait des jeunes femmes et des femmes qui occupaient ce lieu. Alors, sous le pont, avant, c'était complètement vide, c'était des places de parking. Et puis ensuite, il y a des entrepreneurs sociaux très cool qui se sont appropriés le lieu avec de la musique, avec plein d'activités très tendances. Mais comme vous pouvez le voir, on a commencé par observer notamment que 15% des personnes qui passaient du temps sous le pont étaient des femmes et des filles, ce qui finalement est assez peu, notamment quand on voyait que 50% des personnes qui passaient aux alentours de ce lieu étaient
des femmes et des jeunes femmes. En regardant les données et en interrogeant ces jeunes filles, ces jeunes femmes, on s'est rendu compte que finalement, elles se sentaient bien moins en sécurité dans ce lieu que les hommes. Donc notre mission a été de les faire participer pour qu'elles puissent pleinement s'approprier ce lieu-là. Donc vraiment, c'est ça l'élément clé, c'est vraiment faire participer activement les personnes que vous cherchez à inclure. Donc, c'est ce qu'on a fait. On a fait participer des jeunes femmes et des femmes donc, du quartier. On a utilisé différentes méthodes. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, on n'a pas le temps aujourd'hui. On a aussi échangé avec des femmes sur l'art et la manière dont l'art peut dicter la manière dont on organise l'espace, que ce soit positif ou négatif. Ensuite, on a fait ce que l'on appelle des interventions dans le monde de l'aménagement urbain. Donc là, ce sont des choses fabriquées suite aux couleurs choisies par les jeunes filles et les femmes avec lesquelles nous avons parlé. Ça a donné lieu à beaucoup de discussions, des dessins, des choix de couleurs et en fin de compte, on a décidé de donner une forme un peu plus concrète à ces échanges-là. Donc là, vous avez des marches où on peut s'asseoir, on peut s'étendre et puis ensuite, il y a ces chemins qui vous permettent de comprendre instinctivement où est-ce que vous pouvez marcher et ne pas marcher si jamais ce n'est pas très clair au premier regard. Donc, en plus de ces chemins colorés, on voulait aussi avoir une maison où on pouvait s'asseoir, mais un endroit qui soit en même temps très lumineux, très ouvert, pour pouvoir voir qui est autour de soi et surtout que font-ils. Et là, on voit les travaux donc, qui ont eu lieu et surtout la participation des jeunes femmes tout au long du projet. Donc c'est elles qui en ont eu l'idée, c'est elles qui en ont fait la conception et puis ensuite c'est elles qui ont bâti ces structures-là. Donc il faut essayer de les faire participer au maximum à chacune des étapes du processus. Donc on a fait de la peinture avec elles. D'ailleurs, à mesure que l'on peignait, on réfléchissait de savoir si la couleur était la bonne, qu'est-ce qu'il fallait faire ensuite, etc. La plupart d'entre vous constatent certainement qu'il y a une différence entre la photo à gauche et la photo à droite. Là, il y a écrit « Je suis fidèle au sexe » en graffiti bleu et je me rends compte que le traducteur vient de le traduire en français et ça m'amuse. Et puis évidemment, après, on a les couleurs à droite qui voilà, offrent un contraste saisissant. Donc, ces jeunes femmes, elles veulent aussi évidemment que cette structure-là, elle garde cet aspect coloré et magnifique parce qu'elles en ont fait partie, elles ont fait partie de la conception de ce projet-là. Donc, elles veulent le protéger à l'avenir. Alors pour fabriquer la maison, là, il nous a fallu des experts. On a construit une bonne partie de la maison seul. Ça, c'est moi là qui suis sur cette échelle. Et cette maison, elle est maintenant terminée. Et les jeunes filles nous ont aidés aussi à décorer l'intérieur de ce lieu. Le plus important avec cette maison-là, c'est qu'elle puisse servir d'espace où on peut passer un peu de temps, faire des jeux de société, discuter, faire aussi ses devoirs, mais tout en étant proche de la rue, de la partie de foot qui se déroule à l'extérieur ou de basket, qu'on puisse quand même avoir un lien, une connexion avec l'extérieur. Amalie, just the last word here. Juste un dernier mot peut-être de votre part. Est-ce que vous avez obtenu... Est-ce que vous avez des résultats? Vous pouvez mesurer sur le long terme. Alors évidemment, les données, on ne les a pas sur un très long terme puisque ce projet il a été terminé cette année. Mais comme vous pouvez le voir aujourd'hui,
par l'intermédiaire des images qu'on a projetées aujourd'hui, on a des jeunes filles qui se sont appropriées cet espace-là, qui jouent à des jeux de société. On a des personnes qui louent cet espace-là. On a eu des cours qui se sont tenus dans cette maison et on a eu des retours très positifs, notamment des personnes qui habitent le quartier ou les personnes qui ont participé à un événement là et qui nous disent « c'est formidable que vous ayez créé cette maison-là où il y a toujours de la vie, etc. » Ici, vous avez une belle image du site. Là, vous voyez donc des personnes qui sont en train d'occuper ce lieu, cet espace. Et juste pour conclure vraiment un dernier mot, le plus important à mes yeux avec ce projet, c'est que c'était avant tout une expérience. Dans la mesure où on n'avait aucun exemple dans le contexte danois, il a vraiment fallu qu'on parte de rien pour créer quelque chose de temporaire. Même si ça a l'air permanent, c'est quelque chose qui est éphémère. Personne ne sait combien de temps ça va durer. Ce qu'on voulait faire, en tout cas, c'était faire preuve de transparence et expliquer que finalement, ce n'est pas si compliqué que ça et peut-être encourager d'autres personnes à faire la même chose. Et dire, voilà, vous pouvez regarder notre exemple, on peut aussi partager nos connaissances pour aller encore un peu plus loin pour que l'espace urbain soit plus inclusif pour les femmes. Merci beaucoup. Maintenant, c'est le temps de questions. J'espère que vous avez beaucoup de questions. Il y a une chose que je trouve importante de dire avant les questions, c'est que quand je parlais avec vous trois, j'ai compris que s'il y a beaucoup d'hommes, trop d'hommes dans un espace public, les femmes ne viennent plus parce qu'ils ont peur et elles ne se sentent plus sécures. S'il y a beaucoup de femmes, ce n'est pas un problème pour les hommes. Donc, ce n'est pas parce que les hommes sont soudain invités dans l'espace d'Amalie que les femmes ne viennent, que les hommes ne veulent plus venir. Ça, ce n'est pas un problème. C'est à l'envers qu'il y a un problème. Et pour cela, c'est important que les femmes viennent parce que quand il y a des femmes, tout le monde se sent sécure. Est-ce que c'est vrai? Yes. However, I would also say this also applies for like age. Et c'est la même chose pour la couleur de peau, pour l'âge, pour les personnes handicapées, valides. Ça s'applique à bien des catégories. Quand il y a un groupe d'usagers qui est surreprésenté, l'autre a tendance à naturellement disparaître. On attend la première question. Oui, monsieur, il faut venir ici, à côté de madame. À côté de madame. Allez-y. Bonsoir, je m'appelle Sergio et j'ai été enseignant à l'école spéciale des travaux publics justement sur des questions d'inclusion urbaine. Donc ma question est un peu rhétorique. Est-ce qu'au Danemark, c'est facile d'apprendre le design universel, le design inclusif, etc. Parce que le problème en France, c'est que jusqu'il y a quelque temps, un architecte ou un urbaniste qui voudrait étudier le design universel, un master en design universel, il faudrait qu'il aille en Espagne, au Royaume-Uni, au Danemark, ou aux États-Unis, parce que c'est impossible de l'apprendre en France. Et puis, il y a une autre question, et je voudrais là vous conseiller rapidement un petit livre qui s'appelle « La ville faite par et pour les hommes », d'un sociologue qui s'appelle Yves Prévost, qui parle justement de la question de la ville genrée. Si vous changez, dans ce livre, si vous changez le mot femme et vous mettez à la place personne handicapée, les exemples marchent parfaitement. C'est la même exclusion. Et le problème, c'est qu'on n'a pas encore attaqué suffisamment le problème, et c'est même politique, parce qu'une certaine partie de vos discours pourrait être étiquetés en France d'islamo-gauchistes, si vous voulez traduire. Merci beaucoup. Donc, qui va... Yeah, so
Alors moi, je dirais que vous avez tout à fait raison, parce qu'en effet, c'est très difficile de trouver des formations complètes qui incluent l'aménagement urbain inclusif. Il y a beaucoup de travaux de recherche qui ont été faits, mais ils ne jouissent pas de la visibilité qu'ils méritent. Donc on se retrouve un peu dans la même situation que vous, Camilla. On étudie quelque chose, il y a un petit groupe de personnes qui est au courant, et puis ensuite, il faut rentrer dans le monde réel et faire quelque chose, et on n'a pas forcément énormément d'outils, de connaissances à sa disposition, et donc tout devient une expérience. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'on n'en est qu'à nos débuts. Et c'est comme ça, d'ailleurs, qu'on a commencé par la durabilité, la protection de l'environnement. Enfin, à chaque fois, on est parti de quasiment rien, en tout cas de pas grand-chose. Donc, on en est au début et ça ne peut que s'améliorer. Et chacune et chacun d'entre nous doit être un peu militant pour que cette inclusion dans l'aménagement urbain prenne davantage de place. Et on ne veut pas attendre 100 ans comme pour vous, Camille, vous avez dit oui quand c'est difficile de trouver des études ici en France. Mais vous-même, Womanability, vous avez quand même vu une évolution depuis 2015. C'est mieux maintenant qu'en 2015. Non, enfin... en fait, c'est que il y a quelques collectivités maintenant en France qui vraiment essaient en tout cas de faire des choses. Après aussi, je comprends, enfin, justement, comme il n'y a aucune formation par contre qui ne propose ça, et vraiment, enfin, et pour le coup, tout ce qui est, moi j'ai étudié en Finlande, et donc je vois un peu aussi la différence dans la proposition en tout cas des enseignements et la manière dont on enseigne en France. Rien à voir. Tout ce qui est question, enfin je veux dire, il y a un master d'études de genre en France et c'est tout. Il y en a peut-être un deuxième maintenant. Donc voilà, un qui est dans une université et l'autre qui est dans un institut d'études politiques. Bon. Donc du coup, sur tout ce qui est vraiment les questions de genre en urbanisme, ça n'est même pas ça n'est même pas encore un sujet. En 2015, moi j'étais en L3 de géographie et justement on devait faire un petit essai pour préparer concrètement notre mémoire de l'année d'après. Et donc du coup, on devait choisir le sujet. Et donc le prof qui gérait ça, c'était un prof qui quand même faisait de la géographie culturelle et sociale. Donc je veux dire, c'est peut-être un des endroits où justement il y a des incointances avec les questions de genre en urbanisme. Et donc moi je propose un sujet sur justement la place des femmes dans l'espace public, dans la ville dans laquelle j'habitais. Et alors vraiment, je veux dire, il tombait des nues en fait. Cela, c'était... la question même de comment on se sent dans un espace, et il y avait évidemment une composante sur le sentiment d'insécurité, même s'il n'y a pas que ça. Mais alors vraiment, c'était une découverte, quoi. Mais parce que c'était un homme qui gagnait bien sa vie, qui se déplaçait en voiture, et donc du coup, le rapport à l'espace public n'est pas du tout le même. Et donc je me suis dit quand même, c'est un professeur de géographie sociale, culturelle, comment c'est possible en fait qu'il soit même juste passé à côté de ça? Il y a quand même de la documentation là-dessus, il y a quand même des recherches, et juste, voilà. Et donc du coup, évidemment, quand le niveau, l'état des lieux de l'enseignement, c'est ça, évidemment que du coup, forcément, les professionnels qui sortent, qui ont été formés dans ces endroits-là, même s'ils s'y intéressent, en fait, ils n'ont juste aucun moyen. Enfin, ils ne savent pas comment s'y prendre, et je ne peux pas les blâmer, en fait, évidemment. Et donc, du coup, il y a un début de préoccupation, en tout cas de commanditaire, sur le sujet. Mais évidemment, du coup, forcément, les commandes ne sont pas toujours extrêmement bien construites. Enfin, mais parce que ça s'apprend, et même pour nous. Des expériments, on peut dire. Oui. Voilà. Mais du coup, donc c'est mieux parce qu'il y a un petit intérêt, mais d'une personne dans une ville qui va porter le sujet, quoi. Voilà. Il y a des questions? Sinon, oui. Vous avez une question? Oui, allez-y.
Bonjour, je suis urbaniste dans le public. Je me posais la question comment est-ce qu'on pourrait faire pour emmener justement les institutions à se poser des questions d'inclusivité. Parce qu'aujourd'hui, il y a encore de forts blocages au niveau des élus, notamment locaux. On essaie de faire évoluer les pratiques. Et comme il n'y a pas de réponse et d'outils institutionnels qui sont mis en place, comment est-ce qu'on fait pour sensibiliser et amener les professionnels du métier à travailler là-dessus? Ça, c'est ma première question. La deuxième question, mais qui est un peu aussi une expérience. La ligne 11 était bloquée, donc j'ai dû venir en vélo depuis Belleville jusqu'à ici. Donc j'ai fait rue de Belleville, rue de Faubourg du Temple sur mon vélo, prendre un peu de risque. Tous mes sens étaient un petit peu en alerte. Comment est-ce qu'on fait lorsque on n'a pas tous les sens pour justement faire du vélo, notamment dans un trafic comme celui qu'il y a à Paris? Donc, si j'ai bien compris, votre première question, c'est comment impliquer les institutions. Mais si on peut l'agrandir un peu cette question, parce que ce n'est pas seulement les institutions, c'est aussi les politiques. En fait, on a parlé, quand on a préparé cette conférence, on a parlé de politique, parce qu'un skater, par exemple, skater park, ça c'est très visuel. Donc pour un maire qui veut bien être élu, c'est super de faire un skater park parce que c'est quelque chose que tout le monde voit. Par contre, de bancs pour les femmes, ça c'est moins visible. Donc c'est pas seulement les institutions, mais aussi les politiques. Donc si vous, je ne sais pas si vous voulez commencer. Oui, j'ai vraiment envie de dire un mot là-dessus, parce que c'est quelque chose qui est vraiment très intéressant et très important. Malheureusement, la plupart des personnes exclues ont été exclues tout au long de leur vie, à part peut-être les seniors évidemment. Mais sinon, les groupes exclus ont toujours été exclus. Et quand on a été exclu la plupart de sa vie, on finit par internaliser ce sentiment-là. Quand on travaille avec les aménagements urbains, quand ils nous font un retour, c'est très difficile d'entendre la voix de ces groupes des personnes exclues. Il faut aller les voir plusieurs fois. Parfois, il y a des barrières culturelles, des barrières linguistiques. Et il faut frapper à la porte plusieurs fois pour obtenir une réponse, tout simplement parce que ces personnes, elles ont entendu dire toute leur vie que leurs opinions n'avaient pas d'intérêt. Donc il faut faire de la pédagogie, leur expliquer que leur opinion, elle a de la valeur. Et j'ai été dans des ateliers où on discutait avec des citoyens. Et je me souviens d'ailleurs d'une fois, c'est à vous fendre le cœur, mais c'était une femme âgée qui parlait du sentiment de sécurité. Et elle disait, non mais écoutez pas ce que j'ai à dire, moi je suis trop vieille. Et j'ai dit, putain, mais non, il faut absolument que votre voix soit entendue. La ville, elle est là pour tout le monde. Si vous sentez que vous êtes exclu depuis tellement longtemps, que vous arrivez à vous poser la question de la pertinence de votre opinion, là, c'est vraiment là qu'il y a un problème. Donc oui, il faut parler de politique, oui, il faut parler d'institutions, mais il faut aussi faire preuve de patience avec les personnes qui ont été exclues pendant si longtemps. Il faut leur réapprendre à s'exprimer et à se faire entendre. Alors pour ce qui est des institutions, des politiques, des décideurs politiques et comment faire avancer les choses, nous, ce que l'on a appris avec notre projet, c'est que la clé, c'est vraiment la visibilité. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir montrer des chiffres, montrer des arguments et puis faire du bruit finalement, se faire entendre et dire voilà, ça c'est le projet que nous avons mis au point, il est transparent, n'importe qui peut venir voir ce que l'on a fait, comment on a procédé. Et puis ensuite, il y a des décideurs politiques ou des financeurs de projets. Il faut encore, c'est un peu malheureux, mais il faut montrer le projet d'une certaine manière. Par exemple, il faut parfois formuler des arguments économiques pour que ça parle aux uns et aux autres. Dans nos projets, par exemple, on dit est-ce que vous voulez 15% ou 100% de personnes qui
qui se sentent impliqués. Et ça, c'est le genre de choses qu'on essaye d'expliquer aux décideurs politiques, que c'est bon économiquement sur le long terme, c'est bon pour la durabilité environnementale, donc il faut user de tous les arguments. Aussi. Ça suffit pas. So you need a whole Pas qu'il y a set des gens of arguments. qui se sentent mieux It's not just dans la ville. En fait, c'est important qu'il y ait aussi des mesures pour les institutions, tu veux dire. Yeah, we didn't get the whole Okay, thing. you mean that it's not enough that those people de dire who were until que now excluded, that they are ces now personnes included, exclues they are soient feeling better. incluses. You need some measurements, Ce qui est important, those c'est qu'on puisse politicians, mesurer those ça institutions, et le they want montrer some aux measurements décideurs that, for politiques instance, they are gaining money or- pour montrer que les choses s'améliorent concrètement, on va dire. Oui, alors ce qui est intelligent de faire, c'est de rassembler toutes les expériences qu'on puisse susciter un projet et de s'en servir pour fabriquer Donc, il faut les masquer. des outils, donc un Faut flyer par masquer exemple. l'inclusion comme quelque chose autre. Vous voyez? Parce que comme ça devient plus, plus convaincant. Vous avez fait des diagnostics pour la ville de Paris. Oui. Et eux, ils sont quand même intéressés d'avoir un diagnostic. Oui, mais en fait, par rapport à la question sur comment on amène les institutions, je pense qu'il y a aussi un vrai sujet. Enfin, en France aujourd'hui, il y a à la fois le rejet de vraiment une certaine partie, en tout cas, du féminisme qui va être considéré comme trop extrême ou trop radical. Et donc, en fait, je veux dire, par exemple, nous, on utilise des outils, on utilise la non-mixité, par exemple. Ça fait hurler, mais en réalité, ça fonctionne. La non-mixité. Désolée. Et du coup, en fait, ça fonctionne quand même. Et donc, du coup, quand on la présente, on l'enrobe de plein de choses. On l'enrobe de plein d'arguments et de dire que c'est temporaire et que la non-mixité, elle sert à réintroduire plus de mixité, tout ça. Parce qu'en réalité, du coup, ça passe à chaque fois. Et avec des corps politiques qui sont différents, voilà, disons-le comme ça. Mais du coup, il y a aujourd'hui quand même en France, enfin même on le voit de manière générale, comment on fait du marketing, par exemple, juste une marque qui va faire du marketing, elle va mettre en avant des valeurs féministes alors qu'en réalité, elle en a rien à foutre. Enfin, je veux dire, voilà. Et donc du coup, je veux dire, de la même manière, il y a aussi tout un enjeu de dire, mais en fait, pour des institutions, vous pouvez communiquer sur justement le fait que vous faites des choses engagées pour les femmes et les minorités, etc. C'est hyper cynique, mais ça fonctionne. C'est un peu dans le même esprit que de dire les commerces vont gagner en fréquentation. Vous avez appris de l'autre côté. Voilà, en fait, c'est juste globalement, en tout cas, vous pourrez faire valoir de quelque chose dans votre bilan pour vous faire réélire, quoi. Donc, moi, en tout cas, je sais que c'est un truc qui fonctionne bien. Si de toute façon, en tout cas, cette institution-là ou cet élu-là, etc., je veux dire, est foncièrement pas acquis à cette cause-là, au bout d'un moment, je pense qu'il faut prendre des chemins détournés, quoi. Voilà. Moi, j'ai une question parce que là, Bianca, vous avez dit que c'est des gens, souvent, pas que des femmes, ça peut aussi être des autres races, ça peut être des âgés, mais des gens qui sont habitués d'être exclus. Et là, maintenant, vous voulez bien parler avec ces gens-là. Vous voulez bien les inclure, parler avec eux, les engager. Est-ce que ce n'est pas difficile de les engager? Parce que c'est important pour vous. Sinon, vous deviennent 3 architectes hautaines comme ça qui décident ce qui est bien pour le peuple. Donc, pour intégrer les peuples, pour intégrer les gens, comment faire? Comment convaincre la dame âgée ou les jeunes filles qu'en fait leur opinion est importante? Oui? Alors c'est vraiment ça qui est la clé d'un bon projet, ce sont les gens, il faut que ce soit fait avec les gens. Moi, ce que je peux vous dire de mon expérience, c'est que tout le monde est très heureux de partager
sa vision, son expérience, sa vie, pour nous dire voilà ce qu'ils font dans leur quotidien, comment ils se déplacent en ville. Et je suis sûr que les personnes dans cette salle, d'ailleurs, pourraient partager la manière dont ils se déplacent et la manière dont ils vivent la ville. Donc la plupart des gens sont ouverts à partager leur opinion. Maintenant, quand ce n'est pas le cas, c'est très important de s'adapter à comment ces personnes ressentent les choses et avoir aussi la bonne posture et être très clair dans ce qu'on est. Voilà, dire voilà, moi je suis une femme blanche très privilégiée, je parle danois qui est la principale langue du pays, je parle aussi très bien anglais et je ne suis pas handicapée, je suis valide. Donc ça, quand on démarre un projet, il faut bien aussi avoir conscience de qui nous sommes et dans quelle situation on est, de quel point de vue finalement on voit les choses. Alors c'est un peu court, c'est un peu bref, mais c'est néanmoins très utile de savoir ce qui vous différencie des personnes avec lesquelles vous échangez. Et puis ensuite, ça permet de prendre davantage de recul. Et ce projet, il est pour les autres finalement, donc il faut les laisser piloter les choses. Vous avez dit que souvent, c'est une question aussi des activités dans l'espace public, que les architectes, ils ont construit un parc ou un grand building ou quelque chose, et c'est très joli, on a utilisé énormément d'argent, et là on se retire. Et là, ça se développe, il y a une évolution, peut-être pas toujours réussie, et là c'est une question aussi de faire des activités, de rester. Tu dis, vous dites curator, ça c'est un peu, curate. Essayez d'expliquer un peu, parce que ça c'est moins cher qu'en fait faire l'espace. Yeah, so as you all know, building in public space is incredibly expensive because we're talking about universal design, we're talking about a lot of safety. Comme vous le savez, ça coûte très cher de tout reconstruire dans l'espace public parce qu'il y a des tas de facteurs à intégrer. Donc la conception de l'espace public, c'est une chose assez complexe, donc assez coûteuse, parce qu'il y a des tas de facteurs. Mais pour créer une ville inclusive, il ne s'agit pas de tout détruire pour tout recommencer. Ils ont soigné ou traité la ville différemment. Et dans ce que je fais actuellement, justement, j'enseigne à d'autres comment retraiter les espaces. Ça peut être, je ne sais pas, un parking souterrain sous une autoroute. Le travail que nous faisons consiste à traiter l'espace. Quelquefois, c'est des choses toutes simples. Il suffit de pas grand-chose. Un petit peu d'ouverture, entrée de lumière, que sais-je. Enfin, souvent, c'est des choses toutes simples qui suffisent, qui ne coûtent pas cher du tout. Et là, quand on parle de qualité, ça ne veut pas dire automatiquement qu'il faut dépenser des milliers et des cents sur des matériaux précieux. Non, il faut voir d'abord ce qui se passe dans la ville, quelle est l'activité, quels sont les événements. À partir de là, cette observation, on peut réinventer l'aménagement urbain. Le monde s'appauvrit. Enfin, les plus riches s'enrichissent, certes, mais tout le reste du monde s'appauvrit parce qu'en raison des phénomènes climatiques, les gens sont de plus en plus nombreux avec de moins en moins de moyens. Et donc, il n'y aura qu'une poignée de gens qui s'en sortent. Dans une ville, ceux qui ont l'air de s'en sortir, c'est simplement les touristes de passage qui ont de l'argent dépensé. Mais pour les autres qui y vivent, le mieux qu'ils puissent espérer, c'est pouvoir, je ne sais pas, aller dans un café, prendre une boisson, et c'est tout. Enfin, je veux dire, les possibilités se réduisent en peau de chagrin. Et notre travail consiste à réélargir l'univers des possibles. Elle est ici, à côté de madame. J'ai deux questions. La première est liée à ce que vous avez dit.
je me suis déjà rendu à Copenhague. Enfin, c'est une ville que je trouve très accueillante sur bien des aspects. Mais il y a des gens qui ne souhaitent pas nécessairement être inclus. Vous avez des gens qui souhaitent faire bande à part, qui ont leurs propres idées, leurs propres idéologies, et qui ne souhaitent pas s'intégrer au reste, qui ne veulent pas être inclus dans... Alors d'ailleurs, en France, on a des situations où les gens ne veulent même pas être dans la ville du tout. Ils veulent quitter la ville, ils veulent se retrouver à la campagne, mais ils n'ont pas du tout envie d'être inclus de cette façon-là. Alors on a un peu l'impression que vous voulez rendre les villes plus inclusives pour que chacun y trouve sa place, mais il y a des gens qui ne veulent pas être inclus. Enfin bon, c'est un petit peu un paradoxe, mais enfin pour moi c'est une question intéressante. Comment tenir compte de cette volonté de certains de justement pas faire corps avec le reste. Et puis, ce que vous avez dit était passionnant, mais en même temps, l'inclusivité urbaine a plusieurs acceptions, disons. Si vous allez en Inde ou au Pakistan, les gens vivent dans des températures insupportables. Enfin, je sais pas, il fait extraordinairement chaud. Et vous avez des gens qui vivent, enfin, les riches, ont des maisons climatisées, ils peuvent rester chez eux, même dans une ville. Mais les pauvres qui n'ont pas accès à ce genre de luxe, n'ont même pas souvent accès à l'eau, ne peuvent même pas se rafraîchir. Enfin, il y a même une question de sanitaire ou de sécurité. Et alors, par rapport à ça, comment, dans l'aménagement urbain, peut-on tenir compte de cette situation? Parce que vous avez des tas de gens qui sont démunis. Comment essayer de remédier à ce genre de problème? Est-ce qu'il y a des solutions d'aménagement urbain à ce genre de problème? Oui, alors, pour répondre un peu, c'est une question extrêmement pertinente. Et dans ma propre expérience, aussi bien quand j'étais étudiante que dans ma pratique professionnelle, je me suis rendu compte qu'il faut toujours travailler en fonction du site. On ne peut pas avoir de taille unique de réponse universelle. Il y a des principes qui sont peut-être universels qu'on retrouve un peu partout, mais chaque situation est spécifique. Et ça, c'est une chose qui est essentielle. Et quand justement, si on veut que l'aménagement urbain ait une dimension féministe, elle ne peut se faire que dans le contexte du site où elle intervient. C'est-à-dire que, et ce que vous avez vu dans un exemple sera probablement très différent dans un autre cas. Alors, évidemment, on peut s'inspirer de ce qu'on a vu quelque part pour le proposer ailleurs, mais encore une fois, ce que vous aurez vu, les solutions trouvées seront spécifiques au site et aux facteurs qui sont présents. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, pour nous, ça a été assez difficile de transposer l'exemple suédois au Danemark, parce que même si nous sommes proches, le féminisme suédois existe depuis une trentaine d'années, alors qu'au Danemark, c'est encore quelque chose de nouveau, donc les réactions ne sont pas les mêmes. Enfin, ce n'est qu'un tout petit exemple, mais ça peut vous donner une idée à quel point c'est difficile de transposer d'un endroit à l'autre les expériences et les solutions trouvées. Moi, j'ai une question pour vous. En fait, parce que madame, elle a demandé les gens qui ne veulent pas. Et je sais que vous avez un programme avec des migrants. Oui. Cities of Hospitality. Oui. Vous avez fait. Donc, les migrants, ce n'est pas forcément des gens qui veulent bien être inclus au premier vue. Oui. Oui, on a ce programme-là qui a été créé par ma collègue, qui, elle, en fait, a travaillé en Turquie pendant 4 ans, donc à Gaziantep, je crois, qui est à la frontière avec la Syrie. Et donc, du coup, elle travaillait justement à tout ce qui est faire un accueil de migrants, en tout cas, recueillir les migrants syriens qui arrivaient sur le territoire turc. Donc, et donc, quand elle est revenue en France, elle a créé ce programme parce que
justement, elle avait vu des manières de faire, en tout cas en Turquie, alors plus ou moins, enfin, je veux dire, sans dire que c'est plein de bonnes pratiques, hein, parce que clairement pas. Mais donc voilà, elle crée ce programme-là, qui est pas nécessairement aujourd'hui qu'on n'a pas forcément développé parce qu'on n'a pas ni le temps, ni l'argent, ni les ressources humaines. Et du coup, ça fait beaucoup de facteurs et de freins. Mais quoi faire si les gens sont pas forcément intéressés parce qu'ils pensent peut-être que... Je pense que, en fait, même pour revenir à cette question-là, l'important, c'est de donner le choix, en fait. Et après, je veux dire, mais du coup, de créer les conditions du choix. Donc, de créer les conditions d'animation, les conditions d'accueil urbain aussi, qui font que soit on choisit de rester parce qu'au final, on a envie et on se sent accueilli, soit on choisit de ne pas rester pour plein de raisons. Pour les personnes, par exemple, qui partent à la campagne, disons ça, par exemple, si on prend l'exemple français, il y a beaucoup de gens qui partent de Paris parce que Paris, c'est... Alors, en vrai, si on compare à plein d'autres pays en termes même juste d'habitat, on se débrouille vraiment très bien. Mais ça reste quand même très cher, avec des logements qui sont un peu petits. Mais du coup, voilà, ça va être... Donc ces gens-là, soit il y a des gens qui partent parce qu'ils ont foncièrement un amour pour la campagne et qu'ils ont envie de partir, et grand bien leur face. Mais il y a aussi plein de gens qui partent parce qu'ils n'ont plus les moyens de rester, d'avoir des conditions de vie qui sont, en tout cas, ce qu'ils estiment correct. Donc c'est là-dessus. Et donc là, par exemple, comment on fait ça ? Eh ben, on travaille sur des loyers modérés, des loyers qui vont être bloqués aussi. Et donc ça, c'est une question foncièrement politique. Est-ce qu'il y a des questions ? Bianca ? Je voulais rebondir sur la deuxième partie de votre question parce qu'il y a quelque chose, et ça je l'ai vu depuis 20 ans, on a tendance à sous-estimer la réalité du problème social. On ne peut pas simplement mettre les gens ensemble et espérer que les gens vont se retrouver automatiquement. Les villes sont des habitats humains. Bon, nous sommes une espèce humaine, les corps humains vont être affectés par l'environnement. Si vous avez un accès égal aux jardins, aux espaces verts, aux jardins publics, cela réduit les inégalités sociales. C'est prouvé scientifiquement. En tout cas, les inégalités hommes-femmes, dès lors que l'espace public, l'espace vert est ouvert et accessible à tous, vous réduisez ces inégalités. Alors pourquoi on ne crée pas plus de jardins, d'espaces publics ? Si vous habitez à, je sais pas, à 5 minutes d'un jardin public ou d'un parc, en tant que femme, votre espérance de vie s'allonge de 5 ans. Pour un homme, l'espérance de vie s'allonge de 8 ans s'il vit à proximité d'un jardin public ou d'un parc. Et ça, c'est une statistique qui est démontrée scientifiquement. Depuis des dizaines d'années, on a vu et revu. Les faits sont là. Pourquoi ? Et donc, s'il y a la possibilité d'être plus inclusif et vivre de manière plus saine, on vit mieux. Enfin, je veux dire, ça tombe sous le sens, mais ça veut dire que l'espèce humaine doit vivre dans des conditions plus saines. Il y a des gens qui vont fuir la ville et vivre à la campagne, bien sûr, mais quand même, le gros de l'humanité vit dans les villes, dans des contextes urbains, et c'est l'espace urbain qui devient l'habitat humain. Est-ce qu'il y a des questions ? Non ? Sinon, moi j'ai une question parce que... Oui, désolée, je n'avais pas vu. Bonsoir à tous et à tous, je m'appelle Shane. Donc c'est la première fois que j'assiste à ce genre de conférence concernant la ville inclusive, l'accessibilité, donc j'avais 2 questions. La première question, c'était qu'est-ce que ça veut dire l'accessibilité à une personne sourde qui communique avec des personnes entendantes? Comment elles peuvent rentrer en contact avec ces personnes-là? C'était ma première question. Et ma deuxième question, c'était tout à l'heure, vous montriez des photos et vous parliez, madame, d'aménagement féministe. Mais est-ce qu'on peut aménager aussi de façon LGBTQ+, aussi, dans l'espace public? C'était la question. Oui. Qui? Oui, Amalie. Ah, pardon. Amalie. Si j'ai bien compris votre question,
You said LGBTQ+. Vous, LGBTQ+, vous visiez ces communautés-là. Bah, là, effectivement, là, c'est un thème qui a toute sa pertinence. Quand on parle de féminisme, bon, vous avez une démarche écoféministe. Bon, en fait, la démarche est toujours un petit peu la même. C'est que c'est très difficile de faire entrer ce genre de considération dans les politiques urbaines, de mettre ces questions à l'ordre du jour des collectivités locales. Moi, je me présente comme une femme qui est relativement privilégiée, qui est blanche, qui n'est pas handicapée, bon, qui a un état de privilège. Mais évidemment, on a l'impression de ne pas être en contact avec les personnes qui connaissent, elles, des difficultés ou dont l'expérience de vie est plus difficile. En fait, ce n'est pas un hasard qu'on se retrouve à 3 femmes ici. On n'a pas parlé d'exemple. C'est peut-être parce que nous, en tant que femmes, nous avons déjà notre vécu qui nous amène à travailler sur ces dossiers. Mais force est de constater qu'actuellement, le progrès est très très lent et les choses ne s'arrangent pas. D'ailleurs, les problèmes, on les voit ici en France. Je ne connais pas assez bien le pays pour savoir où sont les problèmes exactement, mais je peux très bien imaginer qu'il y a des différences notoires entre la France et les pays scandinaves, même si en France, sûrement aussi, il y a des progrès. Enfin, il y a des aspects de la démarche féministe qui ne concernent pas l'aménagement urbain, mais à chaque fois, pour que la dimension féministe soit prise en compte, il faut quelquefois un peu forcer les portes. Alors, je ne dis pas que ce soit souhaitable, mais malheureusement, c'est souvent nécessaire, et c'est en particulier pour l'aménagement urbain. Pour ma part, je constate qu'il y a un véritable fossé entre le secteur privé et le secteur public de ce point de vue-là. En effet, ce que l'on constate dans le secteur privé, c'est que le secteur privé semble être plus réceptif, plus disposé à écouter les statistiques lorsqu'on leur présente. Alors, quand il s'agit de capacité ou de handicap, 15% de la population mondiale souffre de handicap aussi bien physique que cognitif ou autre, ou des troubles transitoires comme l'angoisse ou la dépression. Mais lorsque vous parlez aux collectivités locales, aux municipalités, elles disent « ouais, peut-être bien ». Mais un employeur ne peut pas tenir ce discours parce que si c'est 15% de vos talents qui sont concernés, évidemment, vous ne prenez pas ça à la légère. Pareil pour les LGBT. Quand il s'agit de 20% de la population, on ne peut pas laisser ça de compter. Et donc, les grandes entreprises dont 25% des effectifs se reconnaissent dans une identité LGBT+, les employeurs, évidemment, en tiennent compte. Et donc, peut-être qu'une fois n'est pas coutume, mais c'est le secteur privé qui, en matière d'inclusion, ouvre la voie, simplement parce que les chiffres sont tellement importants. Au conseil d'administration, lorsqu'on dit est-ce qu'on peut ignorer 25% des effectifs, bien sûr que non. Donc, et d'ailleurs, je travaille pas mal avec des entreprises privées et il y a de beaux exemples qu'on peut reproduire. En tout cas, ce que j'espère, c'est qu'ils se retrouvent dans le secteur public également. Oui. Est-ce que 2 secondes non. Il faut venir ici. Ah oui. Par contre, je voulais demander, monsieur, c'était bon, il était content avec la réponse. Très bien. Oui, merci de venir ici, parce que c'est pour que tout le monde vous voit. It's scary, but you can do it. We all have to. Du coup, d'abord, merci, c'est super intéressant. J'ai peut-être plusieurs questions et la première c'est comment donner une priorité. J'ai l'impression que c'est un océan de choses à faire et donc j'avais lu un article comme quoi si c'était une femme qui avait fait la planification urbaine, il y aurait plus de toilettes publiques par exemple. Donc comment dire qu'on peut par exemple mettre plus
d'ascenseurs dans le transport en commun, parce qu'à Paris, il n'y en a pas du tout, donc ça limite énormément l'accès au transport en commun. Peut-être est-ce que c'est les bancs qu'il faut changer dans les parcs, est-ce qu'il faut faire plus de parcs, comment on fait cette priorisation de besoins, et est-ce que c'est compatible aussi avec le changement climatique. J'avais vu par exemple à Montpellier, il y a une politique qui dit bon bah les espaces qui ne sont pas utilisés, on éteint les lumières. Mais du coup, pour les femmes, on ne va pas se sentir sûr s'ils éteignent les lumières. Comment on peut s'assurer que tout est compatible en fait? C'est une bonne question. Là-dessus, sur la question des lumières, du coup, nous, on travaille... là, la ville de Paris a lancé son plan lumière, qui est une sorte de stratégie... repenser la stratégie d'éclairage de la ville de Paris, voilà, rien que ça. Et donc du coup, donc il y a plein de structures qui s'occupent de ça. Donc il y a toutes les structures aussi qui vont gérer les travaux et ensuite après posséder la concession de la gestion des éclairages. Et du coup, nous on intervient là, on commence tout juste sur les questions justement de diagnostic, en tout cas. De la ville de Paris et de ses éclairages, et notamment du coup vraiment le volet sociologie genrée. Et justement, dans le groupement qu'on a constitué, on va travailler avec des gens qui justement travaillent sur la pollution lumineuse. Et donc du coup, ça va être un peu là ce qu'on fait. Donc il y a une partie diagnostic, mais il y a une partie vraiment de test et d'expérimentation qui va être faite. Je ne sais pas comment, bref, pas très. Pour l'instant, tout n'est pas encore calé. Et donc, du coup, mais ces tests-là, justement, l'objectif, c'est un petit peu de travailler à la fois avec des femmes sur des expérimentations et en même temps de voir ce qui peut être fait en termes d'éclairage qui produit pas tant de pollution lumineuse que ça. Moi, je m'y connais pas trop, mais voilà. Donc, je veux dire, ça, par exemple, c'est quelque chose qui est pris en charge. Et d'ailleurs, je trouve. C'est assez fou en vrai, je veux dire que ce soit aussi poussé, en tout cas à l'agenda d'une collectivité, c'est assez fort. Et sur la question de comment on priorise, et on choisit ses combats, voilà, globalement. Et du coup, on voit entre les besoins aussi, ça dépend du territoire. Nous, on travaille par exemple, justement, on parle de toilettes publiques, on travaille notamment à Clichy-sous-Bois. Qui est du coup un des quartiers peut-être les plus populaires de France, une ville des plus populaires de France. Et franchement, les toilettes publiques, il n'y en a pas. Et du coup, je pense que c'est un des trucs sur lesquels on a le plus poussé. Et on a vraiment poussé à fond pour qu'il y en ait même juste un ou deux. Et voilà. Amalie? Yeah, I think... sorry. It's interesting this week. I was just thinking that it also comes down to more holistic en fait, tout cela revient à avoir une démarche holistique. Vous avez parlé de toilettes publiques. Bon, il y a des avantages évidemment sanitaires, c'est évident. Si vous avez davantage de toilettes publiques, évidemment, c'est que vous soyez, d'ailleurs que vous soyez homme ou femme, mais le fait d'avoir davantage de toilettes publiques fait que ça peut poser des problèmes de santé. Enfin, si une jeune femme qui s'occupe d'un enfant doit en plus se retenir plus longtemps parce qu'il n'y a pas de toilettes publiques, ça pose des problèmes de santé. Pour les personnes âgées, enfin, il y a des tas d'exemples. Donc, la question des toilettes publiques a l'air anodine, mais en fait, elle est effectivement très importante. Pas simplement une question de quantité, mais également de qualité. Pour une personne âgée en particulier, c'est évident que le fait d'avoir une disponibilité de toilettes publiques leur changera la vie. Les bancs publics sont également très importants. Alors, je sais qu'à Copenhague, on a dit un banc ça coûte cher, mais en fait, c'est de l'argent bien investi puisque les coûts en termes de santé sont... Vous m'avez dit l'autre chose, c'est très important, que maintenant, la municipalité à Copenhague, ils ont maintenant décidé de mettre encore 500 bancs
plus de toilettes. Et vous m'avez dit que ça fait que les personnes âgées, ils osent de sortir de leur appartement parce qu'ils savent qu'ils peuvent marcher entre les bancs plus facilement et ils peuvent aller faire pipi. C'est un truc très, très simple, mais ça change beaucoup. So, yes and no. It's a Oui very good thing, et non, but enfin no, c'est une they bonne chose en definitely soi, don't feel mais safe and secure pour because autant it's les personnes such a âgées ne limit, se sentent a pas minimum. pour autant complètement à 500 l'aise, benches in parce que community 500 Okay. is nothing. 500 public bancs, ça toilets fait pas, that's been ça prioritized change is pas again, grand-chose. 5. Il y a aussi le transport So, public it's à very, aménager. very little. Donc c'est une But, goutte d'eau. Enfin, of disons que course, again, I would say c'est un that pas dans what's le very bon sens, dans la beneficial bonne for them direction. is Mais par also contre, that they know that their involvement le fait has que paid les out. personnes So, for example, that we âgées asked a aient group of été people that lived in a associées certain area, à l'aménagement where's the urbain, ça most leur specific donne places that you également need a bench, and now they can go out un and sentiment actually de see that bon, bench, un peu because d'assurance. Pourquoi? Ils ont été pushed as much as we could the interrogées, municipality to place that elles ont bench parlé des physically bancs, there. et ensuite elles peuvent sortir et voir de leurs yeux les bancs qu'elles appelaient de On leur va, vœu. on va Donc il y a une finir certaine avec satisfaction. Bianca parce que tu as vous avez un commentaire, mais très très court. Je sais que vraiment c'est à la fin. Et une chose très importante avant que vous finissiez, c'est que avant de partir, il faut souvenir de mettre votre casque, de retourner vos casques. Okay, so Très bien. Alors, je voudrais conclure sur... on a beaucoup parlé de bancs ici. Il y a une question qui se pose sur la consultation publique. En fait, ce qu'il faut chercher, ce sont des synergies. On ne peut pas dire que nécessairement il faut prioriser, je ne sais pas, les personnes âgées ou les femmes ou les pauvres. Non. Ce sont des synergies qui permettent de justement réunir ou de faire converger les besoins. On avait vu une étude menée en Norvège. Il y avait un petit parc, une petite place qui était complètement investie par les trafiquants de drogue. Alors là, il n'y avait que eux qui avaient privatisé en quelque sorte cet espace public. Alors c'était une ville en Norvège. Ce que la municipalité a fait, c'est de poser 5 bancs. Il y en avait déjà 2, donc ça en faisait 7 en tout. Et ils ont recruté des petites vieilles, des mamies qui étaient là, assises sur tous les bancs, matin, midi et soir. Donc elles avaient leur pique-nique, leur chien, leur café, leur thermos. Et en fait, les trafiquants de drogue, ils n'arrivaient pas, même si c'était des criminels endurcis, ils n'avaient pas envie de faire leur petit trafic devant des petites mamies. C'est tout bête, mais c'est ça qui a fait partir les trafiquants. Il suffisait de recruter des petites mamies qui ont ensuite pu réinvestir les lieux. Et là, les trafiquants n'allaient pas revenir. Maintenant, c'était les petites mamies qui veillaient au grain. Ça a l'air drôle, mais en fait, c'est une façon d'associer des personnes âgées ou des enfants, mais pas des trafiquants de drogue. Donc merci mille fois à vous trois Thank you. pour une super soirée et merci à vous pour d'être venus si nombreux. C'était très très bien. Et n'hésitez pas, n'oubliez pas de mettre de retourner vos casques, ça c'est très important.